Bonjour et bienvenue, c'est une édition spéciale aujourd'hui avec un invité de marque, c'est Sébastien qui est vice-président des Socios Verts, avec qui on va échanger sur l'actionnariat populaire. Mais avant toute chose, avec Manu et Jérôme, on va évoquer l'arrivée de Teddy Bertin, c'est l'actualité toute chaude du Sporting. Donc Teddy Bertin, nouveau coach de Toulon. Ton point de vue, Jérôme, par rapport à cette arrivée? C'était l'incertitude. On avait a priori le standard du club a surchauffé explosé. Parce que beaucoup de coachs soi-disant se sont manifestés. Donc au moins on lève le voile sur le nouveau coach, c'est déjà pas mal. Quoi dire à part son expérience qui est pas incroyable, notamment dans des divisions inférieures. On verra bien ce que ça va donner, quoi. Moi, j'ai pas trop d'opinion à avoir, hein. En tant que joueur, c'était un joueur de Grinta, donc espérons qu'il arrive à insuffler la même chose à son groupe, parce que ça va être sur l'envie, surtout qu'on va s'en sortir, quoi. Je suis pas sûr que ça soit par le foot, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est vrai que effectivement le standard a chauffé, alors que nous on n'avait que trois noms de potentiels coachs. Bon, semble-t-il, il y en avait beaucoup plus que ça, et c'était Teddy Bertin qui tire le sésame, hein, qui arrive en plus en voisin, proximité départementale, c'est une très bonne chose. Donc Teddy Bertin du Luc, Toulon c'est pas loin, c'est parfait, c'est une bonne chose, hein. La géographie, comme quoi des fois ça mène à tout, et en l'occurrence le voisinage encore mieux. Toi Manu, ton point de vue sur l'arrivée de Teddy Bertin? Non, de toute façon, si on le dénigrait ou si on l'encensait, ça voudrait rien dire puisqu'on n'en sait rien. On ne sait pas ce que ce monsieur va faire en manette, donc on va le laisser travailler, même s'il n'a pas beaucoup de temps, mais on va le laisser faire. Je me faisais quand même la réflexion, je me disais, si on fait pas je sais pas si son remplacement va être opportun. Il paraît quand même un poil tardif, pour pas dire plus, mais je me disais que si on le faisait pas, j'ai l'impression qu'on allait droit dans le mur avec ce que Eric Reich nous proposait, et parce que quand tu veux t'en sortir et que tu as des joueurs au placard, alors il y a des joueurs de la direction qui sont mis au placard, tu as des joueurs du staff qui sont mis au placard, c'est pas une bonne manière de sauver un club quand tu mets des joueurs au placard, et d'autant qu'il y a quelques qualités dans ces joueurs placardisés. Ouais, donc je me dis, il dit à juste titre qu'il part sur une feuille blanche et que tout le monde aura sa chance. On verra comment il va faire ça, mais du coup cette remise en course de plusieurs joueurs me paraît déjà en soi une bonne chose. Après, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, et puis on verra. Parce que je te coupe, mais c'est vrai qu'on se disait en t'attendant que ce qui sera révélateur, c'est de savoir si puisqu'il revendique le fait que tout le monde part sur le même pied d'égalité, voir si les indésirables de l'actionnaire majoritaire reviennent dans la course, si les indésirables de l'ancien staff reviennent aussi dans la course. Voilà, ce sera assez révélateur. Et puis ce qu'il dit aussi, c'est que en fait, il n'a pas tant de pression que ça, puisque lui, pour l'heure, il arrive pour 7 matchs et pour sauver le Sporting, chose qu'il a réussi à faire avec son ancienne équipe de Saint-Quentin en National 2. Oui. C'est vrai qu'il a. Alors, bien sûr, il a toujours une pression, et notamment au Sporting, tout ça, mais quelque part, c'est vrai que un peu à l'instar de ce que j'avais dit pour Hakim Malek par rapport à Alès, où il jouissait d'une atmosphère où il y a finalement peu de pression. Je disais donc pour Alès, parce qu'il était promu, parce qu'il y a eu ses points de pénalité, parce qu'ils avaient des points de retard, et étaient mal en point. Donc finalement, quand un coach arrive là-dedans, s'il réussit pas, c'est pas très grave. Et Berthet, il arrive un peu dans la même configuration, c'est-à-dire que s'il échoue, il y a
pas grand monde qui va lui en vouloir, puisque évidemment, ça sera pas lui le premier fautif. Donc non, encore une fois, on peut espérer que la méritocratie va être va revenir devant de la scène, parce que avec Eric Grech, qui est jamais, juste un petit mot quand même sur lui et son staff, enfin. Même si Koneza va rester, mais continue, ouais. Un peu comme pour un joueur de foot ou pour une équipe, des fois on dit ils sont pas rentrés dans le match. Je pense que Eric, il est jamais rentré dans son rôle au Sporting, et pour peut-être un jour il nous expliquera pourquoi, mais en tout cas le fait est qu'il a pas su bien prendre son rôle voilà, au sein du club. Et bon, maintenant, il nous reste à espérer que, encore une fois, voilà, comme on disait en préambule, tous les joueurs sont sur le pont, et l'intérêt supérieur du club doit primer, et donc, enfin, même, j'espère quand même que l'actionnaire ne sera pas froissé si d'aventure on mettait en selle des joueurs qui ne voulaient plus évoluer en équipe première, parce que c'est de son intérêt. De son intérêt, du club, parce que son intérêt, on s'en fiche un peu. C'est l'intérêt supérieur du club et de l'entité Sporting. Toi, Seb, juste pour conclure sur cette courte première partie concernant l'arrivée de Teddy Bertin, on fait pas de secret, tu es un supporter de l'AS Saint-Étienne, installé dans le Var depuis quelques années. En off, là, avant que l'on démarre l'enregistrement, tu nous disais te souvenir de Teddy Bertin comme d'un joueur rugueux. Et en fait, qui avait une grosse frappe, qui jouait aussi, passé par l'Olympique de Marseille, de mémoire. Donc, est-ce qu'il va le Havre Strasbourg. Voilà, son style de football par rapport un peu défensif, à voir. Après, je connais pas sa carrière d'entraîneur, comment il faisait évoluer ses équipes. Ça sera vraiment une découverte un peu pour vous tous, hein, je pense. Tout à fait. Je peux pas ne pas évoquer quand même la conférence de presse. Ah oui, mais on en a parlé avec Jérôme en off. Elle est assez fantastique. Laissé un goût un peu bizarre à tout le monde. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. La communication, c'est le dit, bon. Ouais. La communication verbale et non verbale. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, autant sur la forme, ça fait un peu peur, hein. Et puis sur la forme, c'est pas très, quand on dit prendre un entraîneur parce qu'il est pas loin. Et c'est Seb, donc vice-président des Socios Verts, qui va prendre toute la lumière et qui va nous expliquer, en fait, juste pour que tout le monde sache, avec l'association Mouvement Azur et Or, l'actionnariat populaire, c'est quelque chose qu'on a commencé à étudier il y a fort longtemps, quand l'association s'est créée il y a 10 ans maintenant, puisqu'on fêtera nos 10 ans au mois de juillet. C'est quelque chose qui nous intéressait. On avait 2 personnes qui s'intéressaient à ça, qui géraient vraiment ce dossier-là. Nous, quand elles nous ont quittés pour des raisons professionnelles, on a mis ça un petit peu de côté dans la mesure où on voulait développer la chaîne Rascas TV. Et puis là, avec tout ce qui se passe aujourd'hui au Sporting, le hasard a fait que donc Sébastien nous a contactés pour évoquer l'actionnariat populaire, puisqu'il a vu qu'au Sporting il y avait aussi des socios, et donc on s'est rencontrés une première fois juste toi et moi, ensuite on s'est rencontrés avec Manu, et puis voilà, on s'est dit que ce serait intéressant que tu viennes nous parler de l'expérience des socios verts, parce que finalement c'est quand même un gros projet, donc je te laisse la parole. Ben, écoute, merci déjà de votre invitation, hein, ça fait plaisir. Donc, voilà, je me prénomme Sébastien, donc j'ai 48 ans, je vis dans le Var depuis 13 ans. Donc voilà. Donc, je suis vice-président des Socios Verts. Je m'occupe de la partie un peu RSE du projet, mais également aussi de la partie RSE, voilà, responsabilité sociale et économique, hein, des projets et écologique également. Et ensuite, donc, je m'occupe aussi des relations avec les anciens joueurs qui ont rejoint notre projet. Nous en avons une dizaine, dont 2 qui ont porté nos 2 maillots, hein, Patrick Revel et Marc Zanotty.
Voilà, tout à fait, qui sont un peu, un peu nos parrains, pour des manifestations, donc voilà, tout simplement. Et on avait donc discuté la première fois avec Nicolas un peu justement de l'actionnariat populaire dans les clubs. Parce qu'il y a un constat qu'il faut faire actuellement, c'est que, comme vous le savez, l'indice de la France au niveau UEFA est menacé par les Pays-Bas. Ça veut dire qu'on est quand même en manque de résultats. Il y a beaucoup de projets en France qui sont en train de naître au niveau différents clubs. Je pense au projet de Nantes avec Michael Landreau, avec qui on a des relations. Les projets de Rouen. Le projet le plus connu, c'est celui du Sporting de Bastia, qui ont quand même permis à ce club d'être sauvé, de se sauver et de remonter jusqu'en Ligue 2, avec une forte identité corse. Et également donc, d'autres projets, l'Olympique de Marseille, qui est un mouvement socios également, un projet à Nancy. Et quand on en a discuté, le Sporting pourrait également rentrer dans cette ère nouvelle qui est l'actionnariat populaire. Oui, parce que juste, je te coupe, hein, il y a effectivement des socios, hein, ça a été mis en place par un des anciens présidents, Alain Bensivengo, au début des années 2000, même si une fois par an, il y a une réunion organisée par le club pour notamment tout ce qui est lié à l'ouverture de capital. C'est pas une association de contre-pouvoir, c'est pas une association. Ça aurait dû l'être. Oui, c'est pas une association qui forcément a son mot, on va dire, dans quoi que ce soit. Là où le projet Socios Vert, mais aussi dans d'autres clubs, les actionnaires, donc les supporters actionnaires, votre volonté, c'est de rentrer dans le capital du club et d'avoir un certain pouvoir. Donc, c'est ça que j'aimerais que tu développes aussi, puisque entre autres au Socios Vert, tu m'as parlé de pas mal de choses très intéressantes, hein, liées donc au secteur social, au secteur écologique, etc., etc. Et même sur un modèle comme en Espagne, où ils élisent carrément le président du club, etc. Alors, on n'est pas dans cette démarche. Nous, on a une personne dans notre bureau qui est notre président, qui a beaucoup étudié tous les mouvements socios. Et il a beaucoup étudié plutôt le modèle allemand, dont le plus connu est le Bayern de Munich, puisqu'ils sont à 51%. Donc, il y a un travail au Bayern, hein, c'est les anciens joueurs comme Oliver Kahn qui s'occupent de la présidence, ils ont également, et il y a une relation avec les grosses entreprises qui sont également présents dans le club, plus les socios, mais ils vont pas élire leur président. C'est bien tout organisé. En Espagne, c'est comme tu as si bien dit, c'est que en fait le rôle du socios va élire son président, il va élire son programme en fait, son projet sportif. À savoir également qu'un c'est sexy aussi. Hein. Voilà, il y a le projet social dans le sport le plus, comment dirais-je, qui engendre beaucoup d'argent aux États-Unis. Il y a une franchise américaine de football américain qui est sur un modèle socios, même dans le football américain. Donc c'est tous ces mouvements qu'on a étudiés. Et pour nous, projet Socios Vert, en fait, je vais vous expliquer un peu notre projet. On est actuellement 2700 adhérents, avec à peu près 200 entreprises qui nous suivent, plus une dizaine d'anciens joueurs, dont un ambassadeur du club que vous avez peut-être souvenir, c'est Lubomir Moracic. Bien sûr. Voilà. Donc, notre projet à nous, c'est d'être rentré dans le capital de l'AS Saint-Étienne, mais de façon actionnaire minoritaire. Justement pour certains points qu'on avait évoqués, c'est-à-dire par exemple sur le côté relation avec nos clubs amateurs de la Loire, c'est-à-dire qu'ils puissent venir animer les avant-matchs sur le parvis. C'est également des relations avec la direction annuelle. On voudrait mettre en place des relations annuelles avec la direction pour évoquer. C'est également le devoir de mémoire des anciens joueurs. Qui sont décédés et peut-être qu'on fera une journée mémoire pour eux. C'est également de mettre en place du merchandising, c'est-à-dire de vendre des produits en boutique, mais qui soient peut-être un peu plus chers, mais c'est du made in local. Ça a été demandé et voté par nos socios, hein, pour voir quelle était leur opinion. Ils préfèrent... Alors, je te coupe. Donc, pour essayer d'être très concret pour que ça puisse un peu informer, donner des idées
à Toulon pour pourquoi pas faire un peu la même chose. Mais donc tu disais 2700 socios, 200 entreprises. Combien donne chacun? Est-ce que c'est une part? Il y a un prix fixé. C'est comment déjà? C'est là-dessus que je voulais rebondir. Hein. Alors, Ouais, vas-y, Sébastien. Alors nous, on va créer, donc pour l'instant, on est une association qui deviendra, au moment qu'on aura cette ouverture de capital, une société où chaque socios entreprise ou socios particulier prendra une part qui vaudra pour un titre particulier. Donc on a pris un prix symbolique, celui du département. Donc je vous laisse imaginer, donc c'est 42. 42, voilà. Tout à fait. Donc une part équivaudra donc 42 €, un vote. Et comme nous avons organisé notre société de type avec différents collèges, nous aurons un collège fanbase qui élira ses représentants, un collège entreprise, un collège collectivité et un collège anciens joueurs qui vont élire également leur élu. De tous ces élus voteront entre eux pour élire, on espère, au moins 2 personnes qui seront dans le conseil de surveillance ou d'administration de l'AS Saint-Étienne pour faire remonter justement nos propositions. On ne veut pas s'occuper du sportif, parce que ça, c'est un domaine voilà, qui reste dans les mains de personnes qui sont voilà, un directeur sportif, un entraîneur, c'est leur rôle, c'est leur job. Mais nous, par contre, on sera là pour apporter des solutions à notre club. Nous avons une association. Voilà, on a une association qui s'appelle AS Cœur Vert. Par exemple, ils font une manifestation au niveau caritatif, il leur manque des bénévoles, on demandera à nos socios de participer. Voilà, c'est ce type d'événement. Ouais. Ce dont je voulais que tu parles aussi, c'était votre organisation, puisqu'en fait, quand on s'était rencontrés la première fois, donc effectivement, tu m'avais parlé de ces plus de 2000 personnes qui en fait s'engagent à cotiser à hauteur de 42 € chacune. Mais tu me disais donc que vous aviez un avocat spécialisé qui vous accompagnait dans ce projet d'actionnariat populaire, qu'il y avait aussi une recherche d'investisseurs, de gros investisseurs pour rentrer au capital du club. On s'est structuré au niveau juridique, donc avec des avocats justement pour nous aider. Et nous, on est à l'écoute de tous, on parle avec tout le monde. L'idée, c'est quand même que les supporters soient impliqués au-delà de l'aspect fan, mais aussi d'un point de vue financier pour avoir un minimum de droit de parole, ou en tout cas de droit d'écoute de la part des responsables du club de la SSE. Oui, et puis en plus un apport financier qui peut être intéressant pour le club, pour peut-être développer, je sais pas, la formation ou d'autres projets, ou même pour le club, l'équipe première. Nous, en plus, on veut vraiment travailler sur toutes les équipes de l'AS Saint-Étienne, c'est-à-dire notre équipe féminine, notre équipe de fauteuil handicap. C'est vraiment toutes les équipes de l'AS Saint-Étienne, aussi bien les jeunes que l'équipe professionnelle. Voilà, on veut travailler pour toutes ces équipes. Par rapport toujours à ce projet, tu peux nous dire quels sont les freins ou les difficultés que vous avez ou que vous rencontrez actuellement par rapport à cette idée de mise en place d'un actionnariat populaire auprès du club? Disons que c'est un marathon. C'est un marathon entrecoupé de sprints. Quand on dit mouvement social, comme on fait tous, on va penser immédiatement au modèle espagnol. Tout à fait. Voilà, donc, mais nous, comme on voudrait un maximum être actionnaire sur 10%, donc on n'aura pas cette décision sur le projet sportif. Ça n'a rien à voir. Bien sûr. Même sur l'allemand, tu disais que c'était 50+1. Tu disais que c'était 50+1 en Allemagne, même, t'en es même pas à ce niveau-là non plus. Alors. Non, tout à fait. Et puis en France, on n'a pas encore les textes de loi. C'est pour ça que l'actionnariat populaire en France, ça serait bien qu'un jour on puisse l'exposer au ministère des Sports. Peut-être que c'est une solution pour rendre un peu plus les clubs professionnels compétitifs. Hein. Je ne parle pas que du monde football. Hein. Justement, avec la perspective des Jeux Olympiques en France là dans quelques mois, est-ce que ce serait pas une espèce de porte d'entrée pour valoriser l'idée de l'actionnariat populaire auprès du ministère des Sports, par exemple?
on aimerait bien avoir de discuter un peu, présenter ce projet. Donc, on espère pouvoir faire une sorte d'événement à Paris cette année sur le mouvement Socios. Voilà. Pour présenter justement au ministère des Sports ce projet. Cette idée, c'est qu'il y a possibilité de travailler avec les clubs et leurs supporters. Il n'y a pas de. Il ne faut pas voir que pour moi, le supporter n'est pas qu'un spectateur. Pas qu'un spectateur ou pas qu'un consommateur. Consommateur, voilà. Nous, on est, et vous aussi, hein, je connais, voilà, on a discuté ensemble. Vous avez une identité propre qui est du Sporting et que vous adorez, comme à Bastia, comme à Saint-Étienne. Et cette identité, j'ai l'impression qu'elle se perd un peu dans les différents clubs. Oui, c'est pour ça que nous, par exemple, on a créé le mouvement Azura. Enfin, même si de nous trois, personne n'était vraiment présent au tout début, puisque c'était Eddy et Anto qui ont créé le mouvement Azura, et puis nous, on s'est greffé ensuite dessus. Mais c'est vrai que l'une des volontés premières du mouvement Azura, c'était bien de veiller à ce que l'identité du club soit prégnante, quelle que soit la personne à la tête du club. C'est ça. Maintenant, c'est très rare d'avoir des joueurs qui restent toute leur carrière dans le même club. À part nous, on a eu un phénomène qui s'appelle Loïc Perrin, mais c'est quasiment rare. Les jeunes, ils passent, ils connaissent pas tout ce qui s'est passé dans les clubs. Et nous, on veut mettre ça en place également. Oui, et puis même au-delà de ça, pardon, je te coupe, mais même au-delà des joueurs, enfin, je veux dire, tu as des gens, ce sont des investisseurs, pardon, qui achètent des clubs ou qui sont à la tête du club et qui connaissent pas forcément l'histoire ou l'identité. Donc ça sert aussi à ça. C'est ça, parce que bon, le Sporting, vous avez quand même une histoire en Ligue 1, faut pas oublier. Absolument, ouais. Ligue 1, Ligue 2, tout à fait. En Division 2. Absolument. L'investisseur, il doit connaître qu'est-ce qu'était l'histoire de son club. Et justement, je pense, moi à titre personnel, que vous, au Sporting, vous avez une capacité publique intéressante, quoi. Bien sûr. Ce sont les événements de ces 3-4 dernières années qui font que les gens ont lâché le club. Mais concrètement, on sait que nombreux sont les gens qui aimeraient revoir du football professionnel à Toulon. Et que le Sporting, ça parle à beaucoup de gens. Est-ce qu'il existe aujourd'hui, une association de tous les socios ou de potentiels groupes de socios français? Alors, parce que tu évoquais, pardon, juste pour parce que tu évoquais l'idée d'organiser quelque chose à Paris là prochainement à l'automne. Est-ce que c'est avec cette idée derrière la tête de fédérer en fait tous les mouvements socios existants ou en devenir? Déjà, le but, c'est de tous se rencontrer sur un même lieu, d'échanger nos expériences de chacun, de voir ensemble quelle serait une politique qu'on pourrait mettre justement en commun pour faire évoluer les choses dans différents clubs. Notre idée, c'est ça à la base, c'est de pouvoir tous se rencontrer et de discuter ensemble, puisqu'il faut savoir également que, je vais vous donner un exemple, les Calonnes de Guingamp, je ne sais pas si ça vous parle. Ouais. Alors, les Calonnes de Guingamp, c'est quand même l'actionnaire majoritaire de Guingamp, mais ils ne sont pas au conseil de direction du club. Ouais. Ils ont des échanges quotidiens avec leur direction. En tout cas, nous, ce qui nous a intéressé en te faisant venir, c'était parce que, effectivement, comme je l'ai dit en préambule, il y a des socios à Toulon, sauf qu'en fait, tout le monde les a oubliés et personne n'y pense, et que en fait, on se rend compte qu'en fonction du projet de chaque groupe socios, il peut y avoir quelque chose qui peut permettre à un club de voir perdurer l'identité, de mettre en place des actions en direction des jeunes. C'est vrai que nous, par exemple, à une époque, on s'était dit qu'on ferait bien des choses liées aux équipes de jeunes du Sporting, de l'association, tu vois. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pas forcément d'avoir des socios qui voudraient entrer au capital pour être majoritaires et se mêler de tout. Chacun son boulot, mais en tout cas, c'est de participer encore plus à la vie du club et à la vie de la cité, finalement. Être un petit contre-pouvoir quand même. Hein. Aussi, ouais. Il y a de ça aussi. Servir un peu de garde-fou sur quelques sujets essentiels.
Bien sûr. Cela, Bien voilà, sûr. en dialoguant, que ce soit constructif tout le temps. Voilà, C'est ça. c'est le but. C'est vraiment être acteur et d'aider nos clubs quoi, différents. Quoi. Comment est le dialogue avec les présidents de Saint-Étienne? Alors nous, nous les avons rencontrés, c'était l'année passée, donc c'était en janvier-février, voilà, où on luttait pour le maintien. Donc nous n'avons pas rencontré les actionnaires majoritaires directement, nous avons rencontré Monsieur Jean-François Soucas, qui est le président délégué, hein, et on avait rencontré Monsieur Samuel Rustem. On leur a présenté un peu le projet Socios. Sauf qu'on nous a demandé que, pour l'instant, la priorité était Le maintien. un Ligue 1. Nous, de notre côté, ça nous a permis de continuer notre projet, de se La construction du projet, ouais. Voilà, puisque vous pouvez aller voir sur notre site Les Socios Verts. Nous avons écrit sur conseil d'un ancien joueur qui a été également directeur sportif, un livre qui s'appelle Le Livre blanc des Socios, où on explique comment on va s'organiser, nos propositions, et qui est disponible directement sur le site. On a écrit ce livre avec la contribution de nos socios. Chaque newsletter, ils avaient des questions, on leur posait des questions, ils nous répondaient. On a fait également ce livre par rapport à des rencontres avec des anciens joueurs, des chefs d'entreprise, qui nous ont donné des idées nouvelles pour le club. Le plus clair, c'est ce livre blanc, puisqu'en fait, ça répond à pas mal de questions qu'on pourrait se poser quand on évoque l'actionnariat populaire et aussi votre projet. C'est ça, nous, si tu veux, on a enlevé nos œillères de supporters et on a ouvert par rapport à nos expériences de chacun au niveau professionnel. Qu'on voyait dans nos entreprises, on se dit, il ne faut pas se mentir, un club de foot maintenant, c'est quasiment une entreprise. Voilà. Donc, il manque quoi finalement pour la finalité de votre projet, pour intégrer justement le club? Il manque beaucoup de choses. Il manque, c'est quoi? C'est juridique? C'est que ça soit reconnu légalement? C'est quoi? Est-ce que finalement, ça fait 12-13 mois que vous avez rencontré la direction, vous luttiez pour ne pas descendre, bon, c'est loupé, hein, puisque aujourd'hui la SSE est en seconde division. Est-ce que tu penses que c'était cette histoire de maintien, c'était histoire de beauté en touche, ou est-ce que c'est une réalité et il est prévu de futures ou des futures rencontres pour aujourd'hui exposer le projet? Ce qui manque actuellement, c'est que peut-être les actionnaires ou les futurs actionnaires nous disent OK, on veut travailler avec vous et on est prêt à travailler. Oui, c'est plus finalement les potentiels futurs actionnaires, parce que vous avez déjà plus de 2000 personnes qui se sont engagées à investir une certaine somme d'argent dans le projet Socios Vert. On sait très bien qu'à Saint-Étienne, si on a que le feu vert, on va dépasser bien plus que 2000, voire plus 15 000. Bien sûr. Regardez une ville comme Guingamp, ils sont 15 000 Socios Calonne. Et nous, on sait que notre rêve, c'est de remplir Geoffroy Guichard, en fait, c'est d'avoir 42 000 socios. Quel est votre ou vos arguments quand vous présentez à des supporters ce projet pour les inciter à adhérer à s'engager financièrement dans ce projet des Socios Verts? Déjà, le premier argument, c'est de redonner c'est de aider notre club d'un politique écologique et sociale. C'est vraiment d'aider aussi le département avec des idées de manifestation. C'est de mettre c'est de travailler avec nos clubs amateurs, c'est de travailler avec nos entreprises locaux, c'est de générer de l'emploi grâce à l'AS Saint-Étienne, c'est être un moteur du département. Je voulais demander à Seb s'il avait 2-3 conseils à donner au Sporting voulait s'engager dans cette voie, et les 2-3 choses premières qu'il faut faire pour monter ce projet, et sachant qu'après, comme tu as dit, on sait que c'est un marathon, c'est une route très longue, mais déjà la base pour commencer la course, quoi, j'ai envie de dire. Déjà, à la base, en premier, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec votre club. Est-ce que vous voulez quelles sont vos idées? Qu'est-ce que vous voulez apporter à votre club? Les différents thèmes que vous voulez travailler pour le club.
Ensuite, c'est être bien organisé au niveau juridique, savoir dans quelle direction vous voulez aller au niveau de la société. Ça, c'est important que vous soyez. Et moi, à titre personnel, je pense oui, dans le Var, il y a possibilité d'avoir un club intéressant au niveau foot professionnel. Parce qu'il y a quand même une image. Moi, je vous parlais, qu'est-ce qu'on parle de Saint-Étienne? C'est les Verts, mais pareil pour le Var. Le Var, c'est la mer, c'est le soleil, donc ça parle aux gens. Bien sûr. Plus trop la rascasse, malheureusement. Pour l'instant. Pour l'instant, mais bon, moi, je suis. Elle a bu la tasse. Voilà, moi, je me souviens quand même du Sporting qui était quand même en division 1, les Pascal Olmeta, voilà. Bien sûr. Et David Ginola, ça parle quand même. Vous êtes un club historique, il ne faut pas l'oublier. Mais on en est convaincu. Si un projet d'actionnariat populaire naissait à Toulon, l'idée c'est vraiment de se structurer, que chaque acteur soit en capacité de travailler main dans la main pour un objectif commun qui est le sporting, qui est l'entité sporting. C'est ça qui est capital. L'important, c'est pouvoir travailler ensemble, avec tous les composants des clubs. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on l'a pas abordé, mais tu nous disais que vous travaillez donc avec des supporters lambda, mais aussi avec les ultras, avec les groupes ultras, qui avaient du lien avec tout le monde. Vraiment, j'invite tout le monde à aller sur le site des Socios Verts, parce que ce fameux livre blanc est quelque chose de très intéressant et de très instructif, et on voit que c'est vraiment un groupe qui s'est très très bien structuré, qui a réfléchi le projet et qui potentiellement peut apporter une petite manne financière tout en proposant de la compétence au club de Saint-Étienne. C'est un petit peu ça. Voilà, et puis également, je sais pas si tu l'as vu, notre clip qui explique vraiment notre projet, où on voit un grand-père avec la petite fille. Ouais, tout à fait, la petite fille, ouais. Voilà, qui explique que c'est la transmission, c'est expliquer, voilà, je te transmets mes valeurs, ma vie et mon club. Jérôme et Manu, merci de votre participation. Seb, merci beaucoup à toi aussi d'avoir donné de ton temps. J'espère que l'idée intéressera du monde à Toulon. Et puis, écoutez, on se retrouve nous prochainement sur Rascasse TV pour ou débriefer un match ou pourquoi pas peut-être une édition spéciale. Mais en tout cas, on se revoit très très bientôt. Abonnez-vous. Ah oui, voilà, c'est ça. Bravo Manu. Chaque fois on oublie. Et je suis obligé de mettre un petit truc clignotant là de temps en temps. Abonnez-vous à la chaîne. Même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec nous, c'est pas important. Ouais. C'est un soutien. Ouais, c'est gratuit, ça nous fait plaisir et puis ça donne un crédit supplémentaire à notre travail. Merci beaucoup à tous. À bientôt.